Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Au-delà d'être vraiment drôle, mais vraiment, notre invité est aussi engagé et proche des gens. Parce que Nicole Ferroni, c'est pas juste une voix, une comédienne, une tête désormais bien connue, un rythme aussi de mitraillette. Nicole, c'est un peu la super bonne copine que l'on rêve tous d'avoir. Et puis Nicole parle de la province, des soignants, des personnes qu'elle connaît, qu'elle soutient, qu'elle admire. Nicole, c'est un peu le porte-voix de tout ce qu'on pense tout bas, sans savoir vraiment comment le formuler. C'est un peu le porte-voix de tous les invisibles qui ne font pas partie de la sphère parisienne. Nicole revient à la politique au sens noble et met un gros taquet à la politique politicienne. Et rien que pour ça, c'est bon comme un pastis au soleil du Vieux-Port de Marseille, même si elle ne boit pas de pastis. Après l'enseignement, la scène, la radio, le cinéma, voilà qu'avec les théâtres, dans le projet Aller Vers, la touchante et célèbre humoriste Aubagnaise s'accoude au comptoir pour nous parler d'amour avec un grand M, de Marseille la rebelle, de ses malheurs, ses clichés et bien sûr des Marseillaises. Il était donc évident de l'accueillir dans le son de la scène. Bonjour Nicole. Et bonjour Madame Masson. Ça va bien ? Bien, et vous-même? Ça va pas mal. On est sur la scène du gymnase. Oui, et on ferait mieux d'en partir, si on en croit, les dernières études architecturales. Et le chef de chantier. Et le chef de chantier, exactement. Ouais, on attend désespérément. Effectivement, c'est privilégié d'être quand même ici sur la scène. Sur un péril imminent, bien Oui. sûr. Après, il y en a des nombreux dans la région. Mais là, on est sur un des plus jolis, en tout cas. Voilà, cette scène-là, vous la connaissez, Nicole, ou pas ? Je ne l'ai pas foulée. Ah bon ? Alors, attendez, du coup, je réfléchis. Non, je crois pas. Il n'y a pas de question piège. Non, je crois pas l'avoir déjà foulée en dehors d'aujourd'hui. Donc, je me sens honorée de ce plaisir-là. Qu'est-ce qu'une scène pour vous, Nicole ? Ah ouais, on attaque avec des questions comme ça. Qu'est-ce qu'une scène ? C'est un espace privilégié de créativité et de protection. Moi, en fait, j'ai eu un très bon prof de théâtre qui s'appelait Gilles Azopardi. Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Qui nous a quittés l'année dernière, avec qui j'ai commencé au Chocolat Théâtre. Donc, c'était un théâtre qui était au Cours Julien, donc pas très loin d'ici. Et en fait, lui, la scène, il appelait ça vraiment le carré magique. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas autorisé dans la vie réelle, on peut se le permettre sur scène et ça, c'est chouette. Voilà, là, on peut se permettre d'être en colère contre quelqu'un qui n'a rien fait. Dans la vie aussi, mais c'est moins toléré. C'est moins juste. C'est moins juste, voilà. Et donc, moi c'est ça que j'aime dans la scène, c'est qu'on peut produire des choses qui n'existent pas, les rendre réelles. On peut... Je sais pas, c'est comme si on a un petit totem d'immunité, je trouve. Comme dans Koh-Lanta. Exactement. Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire sur scène que vous ne vous autorisez pas à faire dans la vie, Nicole, alors ? J'allais dire être pas moi-même, mais en fait... Et pourtant, c'est vrai que même dans la vie, des fois, je suis pas moi-même. Mais plus, sur scène, je pense que j'aime encore plus incarner des personnages, être d'autres personnes que moi. Il y a ça. Je pense que je m'autorise plus aussi de poésie. Particulièrement sur le spectacle qui va venir, mais c'est vrai que dans la vie, je parle rarement en vers. Je parle plutôt en prose avec les gens. Et je trouve même si vous faites des rimes souvent. Oui, souvent je fais des rimes, c'est vrai. Mais j'aime. Alors, parlons-en, puisque par exemple, ce matin, j'étais chez mon orthodontiste, qui s'appelle donc Monsieur Athème. Alors, c'est pas vraiment une rime, c'est un jeu de mots, mais ça rime. Je dis, allez, Monsieur Athème, vous faites des soirées à thème ? Tadam, voilà. C'est bien. C'est vrai qu'on devrait mettre plus de poésie dans la vie réelle. Mais en général, je réserve ça plutôt à la scène. Est-ce que vous voulez toujours être drôle ? Quand même souvent. Hein. Je suis pas toujours C'est un objectif drôle. ou pas ? C'est
c'est a way of life, c'est un état d'esprit, quoi. Est-ce que c'est un objectif? Ouais, c'est un objectif, mais quand même qui est souvent interne. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un objectif dédié aux gens. C'est-à-dire que c'est souvent moi-même, je me dis, ah, là, je vais bien rigoler de ce que je vais m'inventer dans ma tête. Et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent de ne pas réussir à dire la blague parce que je rigole avant. Et donc, je n'arrive jamais à la restituer à un potentiel public. Donc, voilà, En fait, moi, souvent, je dis j'ai un humour... alors, c'est pas court terme, c'est à court rayonnement. C'est-à-dire que c'est sur 1 mètre pas de circonférence, mais de rayon. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est dur de faire rire? C'est dur de faire rire qui? Cette phrase n'est pas française. Vous, visiblement, ça va. Ouais, non, moi, ça va. Moi, je suis plutôt bon public. Non, c'est dur de faire rire des gens qui veulent pas rire. Ça c'est difficile. Et puis après, c'est dur de faire rire sur des sujets qui peuvent être blessants. Ça, évidemment que des gens qui ont connu un drame, ça, les faire rire du drame. Et encore, je dis ça, mais c'est même pas vrai. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont touchés par un drame sont peut-être les premiers à rire, à réussir à désamorcer de ça par le rire. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est de faire rire tout le monde. C'est de se dire, allez, je vais trouver un thème ou une façon de faire qui peut fédérer dans le rire. Bon, ça, c'est plutôt délicat. Et du coup, après, ce qui est compliqué pour vous, Nicole, je sais pas, ça peut l'être en tout cas, c'est que vous êtes assignée à être drôle. Ça, c'est pas facile quand même, non? On attend de vous que vous soyez marrante, quoi. C'est vrai. Oui. Bah, en fait, en général, les humoristes, c'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, une fois, j'ai une copine, j'étais malade, j'avais la grippe, et elle vient me voir, et bref, on prend un thé et tout, puis à la fin, elle me dit oh là là, mais t'es pas drôle hein, quand t'es malade. Je suis là, en fait, non, je suis malade, c'est le concept. Et c'est vrai que j'étais là, j'étais un peu vexée. Je me disais non, mais je suis pas une machine à rire en fait. Et oui, il y a quand même une attente. Mais après, elle est. Ouais, là encore, je pense qu'elle est souvent aussi interne. C'est vrai que moi-même, j'ai vraiment en ce moment, particulièrement, je pense, cette pression du rire, de me dire. Comment dire, de savoir si je corresponds encore à la définition d'humoriste. Parce que c'est vrai que humoriste, il y a vraiment, dans le cahier des charges, faire rire. Et je l'ai vu, par exemple, beaucoup à la radio. Moi, j'ai fait beaucoup de chroniques qui n'étaient pas drôles. Et en fait, ça m'allait plutôt bien. Pour moi, c'était pas grave. Et mine de rien, le fait que je ne corresponde plus au cahier des charges initial, ça n'a pas forcément été accepté. On peut même dire que ça n'a pas été accepté. C'est l'une des raisons pour lesquelles France Inter, ça s'est fini? Oui, en partie quand même. C'est la raison principale. Oui, non, là, vraiment, c'est la raison principale. Ça n'est pas drôle, Nicole. Pardon, mais ça n'est pas drôle, ça n'est plus drôle. Parce que du coup, c'est vrai que dans vos dernières chroniques, vous étiez plutôt rentre-dedans, parfois sur des sujets complexes comme le handicap, l'éducation, face à des invités en plus qui étaient des représentants politiques souvent. Est-ce que c'est peut-être ça qui a gêné aussi, c'est d'être trop piquante? On y reviendra après avec l'émission que vous animez en ce moment, mais est-ce que c'était peut-être pas ça qui gênait au fond? Alors, à la fin, en tout cas, j'avais plus l'invité en face, donc il y avait moins ce côté frontal. Donc, je me dis que bon, le fait qu'il soit parti 20 minutes plus tôt fait que, le fait qu'il soit parti 20 minutes plus tôt fait que il y avait pas, il y avait peut-être moins ce côté, oui, frontal, c'est vraiment de face. C'est-à-dire que j'avais plutôt tendance à adresser par le biais de mes chroniques, par auditeurs interposés, on va dire, les choses aux représentants politiques. Après, je pense que une chose qui est vraie, c'est que j'avais une colère. C'est vrai qu'il y a une colère qui a grandi en moi. On a senti ça. Durant ces 5 dernières années. C'est ce qui fait que vos chroniques peut-être répondaient autant à la colère peut-être sociale qui grandissait, non? Oui. Moi, je pense que je suis que réceptacle de ce que je vois, de ce que j'entends. Et c'est vrai qu'en fait, la vie telle qu'elle est, la société telle qu'elle est actuellement me fait moins rire. Effectivement, pas que ça me fait moins rire, mais je trouve que c'est dur, en fait. Je trouve que c'est très dur. Et ne pas le dire, ça m'aurait paru pas honnête, en fait. C'est-à-dire me dire qu'il fallait que je garde d'abord le rire en priorité, ça aurait été délicat parce que l'autre problème, en fait, du rire, c'est quand même que ça dédramatise. Ça désamorce, ça enlève, en fait, la charge émotionnelle de la tristesse ou de la colère qu'on peut avoir sur un sujet.
Et donc, il y a des moments, je me suis dit, en fait, non, j'ai pas envie de rire de ça parce que c'est pas drôle. Alors, Et que ça fait pas rire tout le monde, et là, que ça pour le fait coup. pas rire tout le monde, bien sûr. Donc c'est vrai que j'ai perdu un peu moi-même mon rire interne, intérieur, mais bon. Moi, je me disais que ça, que ça avait sa place quand même. En tout cas, vous l'avez dit, pour clore la page radio, même si j'imagine que vous y reviendrez probablement, vous avez dit en vérité, je vous ai menti, c'était pour ma dernière chronique de la saison, mais bien ma dernière chronique tout court, après 7 ans et 344 chroniques de matinale avec France Inter, on se sépare avant de ne plus s'aimer. Ouais. C'est joli quand même, parce que c'était une manière d'être honnête envers les auditeurs. Oui. Et de se dire, bah voilà, il y a des décisions unilatérales qui font qu'on arrête là, quoi. Oui, c'est des décisions unilatérales, mais qui sont quand même le cheminement de... Comme toute rupture. Voilà, qui sont le produit de cheminement. C'est-à-dire que moi, j'entends qu'on me dise que je suis plus drôle, et quelque part, je me dis, oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de chroniques plus drôles. Et en même temps, je trouve qu'à ce moment-là, je me suis dit... que j'allais pas batailler pour rester. En fait, j'ai tenté quand même pendant quelques mois d'essayer de rectifier le tir et de faire des choses plus légères ou voilà, plus rigolotes. Et en fait, j'ai pas réussi, quoi. Franchement, c'était délicat. C'est-à-dire, j'y arrivais pas soit parce que j'essayais de faire quelque chose qui était plus léger et j'avais l'impression que c'était vide, soit parce que je gardais le cap de faire quelque chose qui était moins léger et bon, du coup, c'était moins drôle. Ça, c'est pour le rire. Vous avez défini Nicole Ferronis, qui était un humoriste ou une humoriste. La question qu'on pose dans ce podcast, Le son de la scène, c'est qu'est-ce qu'un artiste ou une artiste pour vous ? Parce que c'est une question quand même qui... Peut-être, moi, je vous vois plus comme une artiste aujourd'hui. Comédienne, animatrice à la télé, comédienne au cinéma aussi. Donc, vous êtes moins dans la catégorie seulement humoriste, quand même. Oui, mais en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup d'humoristes. Ou même c'est le cas de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, en fait, souvent sont cantonnés à l'art par lequel on les connaît, alors que souvent, ils ont des compétences plurielles. J'ai l'impression d'être ministre. Moi, je vous lis tout de suite, ministre. Voilà. Ministre de tout. Ouais. Et en fait... Moi, c'est vrai que, disons que j'ai pas envie de renoncer à quelque chose qui me plaît parce que ça rentrerait pas dans la case principale et que voilà, le fait d'être, on va dire, sur plusieurs cases rend peut-être ma carrière moins intelligible. Mais je trouve que dans l'idée, si jamais je peux continuer à être comme ça, à la fois des fois auteur, des fois interprète, des fois dans le drame, des fois dans la comédie, pouvoir écrire, créer et sans avoir vraiment d'objectif. Parce que souvent, c'est vrai qu'on me demande, mais en fait, alors, qu'est-ce que tu veux faire au final ? Est-ce que tu préfères, voilà, est-ce que toi, tu aimerais animer une émission radio ? Est-ce que tu aimerais devenir actrice et tout ? Mais je suis là, moi, je veux tout faire. Dans l'idée, si je peux faire plein de choses qui soient différentes, ça me plairait. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui fait de tout et qui est libre, peut-être aussi. Et donc un artiste, oui. Ça, je pense que la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important dans l'état d'esprit d'un artiste. Justement, je pense que c'est sa liberté qui permet, qui permet la création. Moi, c'est vrai que si jamais je remonte à mon histoire personnelle, vraiment à l'origine des temps, jadis, ce qui a fait, à mon avis, que aujourd'hui j'aime autant créer, c'est le fait que mes parents m'aient laissé très libre enfant. Par exemple, comme j'étais la 4e d'une fratrie de 4, donc évidemment qu'à ce moment-là, je crois que les parents n'ont plus de principe. Ils en ont bien pour les 2 premiers. Le 3e, déjà beaucoup moins. On sait pas et trop. le 4e, il n'y en a plus du tout. C'est abandonné dans la nature, dans la garrigue. Ouais, non mais alors, déjà, ma mère m'a fait croire qu'elle m'avait trouvé dans une forêt. Ça aurait dû... Voilà. Que j'étais élevée par des sangliers et tout. C'est vrai. Vous l'avez cru longtemps ou pas ? Non, je ne l'ai pas cru. Je lui disais, mais non, tu es ma mère. Mais bon. Mais voilà, elle me faisait croire ça. Après, donc là, elle me dit, maintenant que j'ai poussé comme un champignon, c'est vrai. Mais c'est vrai que par exemple, quand j'étais petite, j'avais le droit de dessiner sur les murs. Et donc, c'est-à-dire la limite, c'était, non, pas des cribouillages, Nicole, des dessins. Ah, d'accord, alors ça va. Donc j'avais le droit de dessiner sur les murs. Et en fait, je pense que la liberté qu'on m'a accordée, et surtout la confiance, parce que c'est aussi ça, je pense que le fait de donner à quelqu'un l'idée qu'il vaut quelque chose, que sa parole peut avoir de la valeur, que ce qu'il produit n'est pas néfaste et tout, fait que on se donne la possibilité de créer. Après, je sais qu'il y a des tas d'artistes qui n'ont pas confiance en eux.
Ou dont la famille a mal réagi quand ils ont annoncé la nouvelle. Oui, aussi. Beaucoup. Les derniers qu'on a eus, d'ailleurs, Emmanuel Noblet, Jérémy Rorer, tout ça, c'est des gens dont la famille a dit « Ah oui, artiste, mais pourquoi faire ?» Mais voilà, c'est ça. Mais tu vas travailler sinon, par ça. Non, mais alors moi, ma mère, elle m'a fait un peu ça, et ça qui était bizarre. Vous avez été prof d'abord. Oui, voilà, j'étais prof, mais ce qui était bizarre, c'est que quand j'ai arrêté d'être prof, elle m'a, au début, voilà, quand j'ai dit que je voulais faire du théâtre, elle m'a dit oui, non, mais d'accord, mais en loisir. Je dis non, je dis dans l'idée, j'aimerais en vivre. Elle fait non, en loisir, c'est bien. Et après, une fois que j'ai quitté l'éducation nationale, elle s'est mise à découper tous les articles de journaux sur le mal-être enseignant. Et elle me gardait, elle me dit t'as bien fait de partir. Voilà, elle écrivait ça dessus. Je dis ah, on est d'accord. Justement, il y a eu une hésitation quand même entre l'enseignement et le théâtre. Oui. À quel moment cette hésitation n'en a plus été une ? À quel moment il y a un déclic qui fait qu'on se dit c'est un déclic très stupide, hein, mais ah bon ? C'est pas le mal-être enseignant, justement? Alors, le mal-être enseignant, qui est quand même très stupide aussi, hein, parce que le mal-être enseignant, en fait, il y a quand même beaucoup de solutions qui seraient très simples pour qu'il n'existe pas. Et vous en avez proposé? Et j'en ai proposé plein. Voilà. Donc, si Monsieur Jean-Michel Blanquer écoute ce podcast, voilà, qu'il n'hésite pas à se tourner vers les enseignants et vers moi-même afin de voir comment régler ce problème stupidement poursuivi. Et non, sinon, un point vraiment qui a fait la bascule, c'est donc, en fait, quand j'étais enseignante, la dernière année, j'avais demandé un mi-temps pour écrire un spectacle. Et en parallèle, j'ai passé un casting pour une émission qui s'appelait On ne demande qu'à en rire, donc une émission qui passait à la télé toutes les semaines, et donc qui était présentée par Laurent Ruquier, tout ça. Donc, et en fait, j'ai fait le casting de façon très classique. Voilà, le mail en bas de l'écran, on envoie la candidature, il me demande de faire 2 vidéos de casting, tac, tac, tac. Puis bon, finalement, je suis admise dans l'émission. Alors, j'ai dû harceler un peu la nana, je lui ai promis je lui ai dit, voilà, vous ne me répondez pas, je vais vous écrire des poèmes, un poème tous les jours. Et maintenant, on fait de la poésie. Bref. Et donc, et en fait, donc j'ai fait cette émission, et je crois mon 3e ou 4e sketch, c'était Wonder Woman, je sais pas quoi, la galère de Wonder Woman, voilà. Et en fait, là, une fois que j'ai fait ce sketch, où quand même je suis en mini-short. Oui, là, le costume est génial. Ouais. Voilà, je suis en bustier, mini-short et tout. Je me suis dit, bon, là, Féronie, on est d'accord qu'on ne retournera jamais dans une classe. Je me dis, je peux pas. Je vais avoir écrit. Il n'y a plus de retour en arrière. Mais c'est pas possible. Je me disais, ça n'est pas possible. Je ne peux pas de nouveau être enseignante dans un collège. Après avoir été. En termes d'autorité, c'est fini, quoi. C'est fini. Ouais. Et en fait, ça m'a bien arrangé, ce truc-là. Le fait de me dire, OK, là, on est trop loin. On ne reviendra pas en arrière. Non. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Et l'année d'après, du coup, j'ai demandé ma démission. Okay. Et là, vous avez effectivement la suite, c'est signer une tribune ou un texte dans Le Monde, c'est ça? Et là, c'est Inter qui vous a repéré. En fait, au départ, c'était même pas une tribune, c'était ma lettre de démission. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai démissionné de l'Éducation nationale, alors si des enseignants nous écoutent, donc en fait, il faut savoir. Je le dis parce que j'ai pas facilement eu l'info de savoir comment on démissionne de l'Éducation nationale, puisque à ce moment-là, donc dans le gestionnaire de la plateforme de gestion de carrière, on pouvait pas cliquer sur démission. L'onglet n'était pas actif. Non, c'est vrai. Sur la partie cessation d'activité, il y avait congé maternité, on peut cliquer, congé formation, on peut cliquer, disponibilité, on peut cliquer, et arriver sur démission, on ne peut pas cliquer. C'est comme se désinscrire d'une newsletter. C'est exactement ça. Moi, je voulais me désinscrire de la newsletter, alors c'était pas Jean-Michel Blanquer, mais je me serais désinscrit. Voilà. Et en fait, donc il faut écrire 2 lettres de démission, et à la première... j'ai fait vraiment une lettre expéditive. En fait, je ne savais pas qu'il fallait écrire 2 lettres. La première, donc j'ai écrit une lettre expéditive, je sous-signé Féronie Nicole, déclare, bref. Et en fait, le monsieur du rectorat, moi j'étais sa première démission, je crois que j'étais sa première démission à mon gestionnaire de carrière, ou sa première depuis longtemps. Et du coup, il m'a rappelé en me disant, Madame Féronie, il faut écrire une 2e lettre pour confirmer votre démission. Et donc... Et en fait, c'était bien que la vie me donne l'opportunité d'écrire une 2e lettre. Parce que j'ai bâclé la première, alors qu'en fait, c'était un moment important. Et du coup... Et difficile. Difficile. Alors, bizarrement, pas si difficile que ça. C'était difficile, en fait, pour l'Éducation nationale. Je me disais... Pas difficile. Pas que je m'aime énormément et que je pense que je leur manque absolument. Mais je me disais, c'est triste, en fait. Je trouve ça triste de partir en sachant que ça va mal. Et je me disais, les pauvres élèves, les pauvres profs,
la pauvre gestion administrative qui doit faire ça, alors qu'elle sait très bien que ce qui se passe, c'est pas bon. Et ouais, en fait, c'était vraiment un aveu d'échec à la fois individuel, personnel et à la fois collectif. Je me disais, voilà, je m'en vais. Et je me dis, c'est tellement nul que je m'en vais. Et je vois le bateau couler. Je suis là, désolée, je vais partir. J'ai vraiment fait comme Jack. Enfin, pas Jack, du coup, comme. Parce que lui, il Parce a que oui, coulé. lui, il a pour le coulé. coup, Ouais. Bon, dans lui, le lui, c'est Titanic. l'éducation nationale. Vous êtes Kate Winslet. Voilà, je suis Kate. Je suis Kate sur la planche avec encore mon beau brushing. Et non, et donc là, oui, j'ai pris ce temps-là et j'ai écrit une lettre de démission. Et en fait, à cette rentrée-là, donc en 2011, septembre 2011, les profs ont manifesté dès la rentrée. Et ça avait été un peu mal perçu par l'opinion publique. Voilà, c'était vraiment très... voilà, comment dire, en gros, ils viennent à peine d'arriver et déjà, ils sont en grève. Et moi, je trouvais que les raisons pour lesquelles les profs manifestaient étaient très légitimes. Et donc, j'ai envoyé ma lettre de démission au courrier des lecteurs du Monde en disant, voilà, moi, cette année, je vais pas me contenter de manifester parce que je m'en vais. Je m'en vais. Alors qu'en plus, j'étais une privilégiée parce que j'étais agrégée, donc je travaillais moins, je gagnais plus. Et je me disais, mais pourtant, je m'en vais. Je veux dire, soi-disant, c'est une planque, je m'en vais, alors que je suis la plus planquée des planqués. Et en fait, oui, c'est par ce biais-là qu'ensuite je suis arrivée à France Inter parce que, du coup, quelqu'un a lu l'article de journal dont était issue ma lettre de démission et m'a invitée en tant qu'invitée. Talala. Et puis Voilà. la suite. Nicole la suite. Ferroni, je voudrais qu'on remonte un tout petit peu le temps avant d'écouter un de vos choix musicaux, parce qu'il y en a deux, et on va vouloir avoir l'histoire du deuxième. Vous êtes né à Casablanca. Est-ce qu'il y a un lien pour vous encore avec le Maroc ou pas? Parce que vous êtes parti, vous aviez 7 ans, je crois, donc c'est Oui. quand même une partie de votre vie. Une enfance particulière à Casablanca, un lien encore ou pas du tout? Alors moi, je suis celle de la fratrie qui a le moins de liens, on va dire, le moins de liens actifs. Parce que, par exemple, voilà, ma sœur, elle a fini par se marier. Non, en fait, elle n'est pas mariée, mais bon. Bon, le père de ses filles est marocain. Mes deux frères, ils y vont, alors pas très régulièrement, mais en tout cas, mon frère aîné, Guillaume, il y va chaque année. Moi, en fait, j'ai plus de liens. Alors bon, comment dire, déjà, juste par une petite précision, je suis phobique de l'avion. Donc, c'est vrai? et ouais, alors que ma sœur est hôtesse de l'air. Bonne idée, Nicole. Vous avez un super bilan zéro carbone, du coup. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que partant de la phobie, en fait, je prends très peu l'avion et donc je suis très peu retournée au Maroc depuis mon départ. J'y suis retournée 3 fois seulement. Mais par contre, le lien que j'ai, c'est vraiment plus un lien, j'allais dire presque reptilien. Reptilien. Reptilien, pardon. Je fais des rimes, je m'en rends même pas toute compte. seule. Non, mais c'est bien, j'ai même pas besoin de vous relancer. C'est-à-dire que j'ai un lien vraiment lié à la mémoire, soit auditive, soit olfactive, vraiment en fait à des souvenirs qui sont très précis, mais j'allais dire sans utilité. Là, par exemple, justement, quand je remontais, donc, je suis passée par Noailles, et franchement, il y avait en gros, il y avait des messmen, il y avait un monsieur qui vendait des messmen, et en fait, moi, c'est des genres de crêpes, voilà, très grasses et tout, que j'aimais bien quand j'étais petite. C'est votre Madeleine, en fait. Voilà, un peu. Et vraiment, je me suis dit, ah ouais, voilà, j'étais là, je me disais, ah, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. En fait, c'est vrai que je croise la bouffe comme si c'était un pote que j'avais pas vu depuis longtemps, quoi. Donc j'ai plutôt ça. Moi, c'est plus des liens, voilà, des Madeleines de Proust. Affectif. Mais de Ferroni. Et sur votre site, Nicole, il y a des photos de vous quand vous êtes enfant et une fausse biographie que j'ai trouvée hyper drôle. Vous racontez votre fausse vie, donc ça c'est vraiment super aussi. C'était qui, Nicole, petite? Vous faisiez, c'était un pitre ou pas, ou pas Oui, du tout? oui. Ouais, mais je pense que les photos permettent quand même un peu de le voir. Oui, pas toutes. Parce qu'il y en a certaines, celle par exemple où je suis allée à Marineland à la fin. Oui. Vraiment, j'ai une casquette et une tête. On sent que je suis... Je sais pas ce qui s'est passé. C'était pas votre faute, là. Franchement, j'aimerais bien avoir l'historique de cette photo parce que j'ai une tête. Mais en plus, j'étais contente parce que je l'ai mis dans la partie contact, quoi. Genre presse, tu vois. Genre vraiment, tu es sûr que tu veux me contacter. Parce que je peux être comme ça aussi. Et... Non, quand j'étais petite, oui, j'étais plutôt pitre. Toutes les copines la petite dernière en plus. La petite dernière. Ouais. Et toutes les copines de mes sœurs, quand elles m'ont recroisée grande, elles me disent « Ah, mais c'est toi qui étais en tutu toute la journée !» Parce que j'avais le droit, une fois que je sortais de l'école, d'être déguisée tout le temps.
Et donc, j'ai des photos de moi où, par exemple, je suis à l'aéroport avec, avec un tutu et des guêtres à pompons multicolores. Et ouais, oui, tout le temps déguisée, tout le D'où temps en Wonder Woman spectacle. ensuite Voilà. et la fée dans Fort Boyard quand même. Et la fée dans Fort Boyard, oreilles pointues, Parce que c'est cheveux verts et tout. Ouais. Ça, c'est resté. Ça, c'est resté. Mais complètement. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, le fait d'avoir été donc, la Féronie dans La Féronie, ouais, je La cherchais le nom. Féronie dans Ouais. Boyarland, c'est lié d'abord à Qui est l'amour. amoureuse du père Fouras. Qui était amoureuse du père Fouras, exactement. Un amour contrarié. Un amour très contrarié. Très contrarié. D'ailleurs, tellement contrarié, je n'arrive même pas à dire le mot. C'est dire. Et déjà, il y avait l'amour du déguisement. Le fait que, justement, quand on m'a proposé d'être la fée de Boyarland, je me suis dit, au début, je leur ai dit non. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas faire des chroniques le mercredi matin où je parle de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et ensuite être la fée de Boyarland le soir qui caresse des crapauds. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas. Ben, pourquoi pas, exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça bien, moi, à titre personnel, de me dire, en fait, il ne faut pas faire les choses pour ce que les autres pensent, parce que de toute façon, les autres vont penser des choses tellement différentes que sinon, je vais jamais être moi-même si je fais en fonction de ce qu'on pourrait attendre de moi. Et l'autre truc que je trouve génial, c'est que je me dis, mais combien de fois quand on est enfant, quand on nous demande ce qu'on veut faire plus tard, on a des idées de métiers incroyables. On se dit, ouais, moi, je veux être Chasseur dragon. de météorites. Voilà, chasseur de météorites. Moi, mon petit cousin, il voulait être tigre. Genre, c'est quoi ton métier? Tigre. Ok, bon. Et en fait, je me suis dit, mais être fée, je dis franchement, quand mes situations professionnelles fée, je me dis, mais qui peut avoir cette chance-là et que ça soit vrai? Et rien que pour ça, rien que pour pouvoir écrire quand on me demande des fiches de renseignement, profession, fée. Je trouve ça génial. Non, ça, c'est une chance aussi. Mmh. Nicole Ferroni, invitée du Son de la Scène. On va continuer à parler de théâtre dans un instant, également de cinéma et de télévision, tout ça, parce que c'est tout ce que vous faites en ce moment. Et puis, bien sûr, du projet Aller Vers. Avant ça, donc, le choix musical, il y en a deux. Alors, moi, j'ai plutôt choisi Kenny Arcana parce qu'il y a un lien vraiment avec Marseille. Elle en est partie d'ailleurs de Marseille récemment. Mais le deuxième, c'était quoi? Et juste rapidement, il y avait une anecdote. C'est Poupie. Non, c'est pas une anecdote, mais je veux dire, c'est une raison. Alors, la raison. Poupie, donc il y a un peu l'Angèle autotunée. Exactement. Voilà. C'est le morceau Dollar de Poupie. Et en fait, j'aime bien. Un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, elle fait une chanson dans laquelle elle dit qu'elle veut gagner de l'argent en pyjama. Et cette chanson, clairement, va lui permettre de gagner de l'argent en pyjama. Ah, c'est ça. Et j'adore en fait quand on se crée des autoprophéties. Voilà, se dire que finalement, le destin, il peut des fois juste suffire à... on va dire pas suffire, mais il suffit pour justement avoir accès à son chemin. Cette phrase était compliquée quand même. Elle était très compliquée, mais vous la couperez en montage. Il suffit des fois de formuler la chose clairement pour qu'elle vienne à soi. Voilà, et ça, je trouve ça... J'ai bien aimé ça. Le fait de se dire, bon allez, je vais formuler ma demande profonde. Et l'univers se chargera de me l'accorder. Allez, ça c'est pour la raison, mais on va quand même écouter Kenny Arcana, capitale de la culture. Oh la fourbe! Parce que je formule quand même ce désir. Pourquoi celle-ci de Kenny Arcana? Ça aurait pu être Nous sommes tous des enfants de Marseille aussi, suite à la rue d'Aubagne, mais voilà, capitale de la culture, pourquoi celle-ci? Alors moi, celle-là, elle m'a particulièrement touchée. En fait, il y a longtemps. En fait, celle-là, elle est, pour moi, elle est arrivée juste après que j'ai créé mon spectacle. L'œuf ou la poule? Ouais, l'œuf ou la poule ou Nicole. Et en fait, ce spectacle-là, je l'ai créé dans un petit théâtre qui s'appelait le Théâtre du Carpe Diem, qui était à la Belle de Mai. Et qui, pour moi, est quand même une zone où il n'y avait pas beaucoup et où il n'y a toujours pas beaucoup, je pense, de culture, de milieu, voilà, enfin de centres culturels qui soient vraiment ancrés. Évidemment, il y a la Friche Belle de Mai qui déjà fait, je pense, un travail formidable, mais un petit théâtre qui soit vraiment implanté côté boulevard national, ça, il n'y avait pas. De l'autre côté du tunnel. Voilà, de l'autre côté du tunnel, de l'autre côté des bobos. Voilà, il y avait ce petit théâtre-là. Et en fait, 2013, donc ça a été année capitale de la culture à Marseille, et c'est aussi l'année de la fermeture de ce théâtre. Et de beaucoup d'autres. Et de beaucoup d'autres petits lieux qui ont perdu énormément de subventions. Et qui n'ont pas survécu. Et de MJC. Et de MJC également. Et en fait,
moi, ce morceau-là m'a vraiment parlé parce que j'ai vu se faire la fracture dont elle parle, c'est-à-dire où on a d'un côté un ministère de la Culture qui du coup voilà, fait pousser un lieu immense comme le Mucem et voilà, le fait jaillir de terre. Et en fait, toutes ces petites graines qui existaient déjà, ces petits lieux qui ont vraiment normalement permis, je pense à Marseille, voilà, de faire émerger la culture partout dans les quartiers, qui d'un coup se sont éteints. Et je me suis dit, mais c'est quoi la culture au final? Parce que le mot culture, quand même, ça fait appel à la germination, ça fait appel au fait que des choses poussent. Et voilà, je vois. C'est vrai que le Mucem, à ce moment-là, moi, au début, j'ai vraiment eu du mal parce que je l'ai vu comme la fracture. Voilà, je l'ai vu comme ceci. Alors que le lieu extérieur du Mucem attire d'autres publics quand même. Oui, oui. Non, alors qu'aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup moins retors. En fait, je pense que c'est vraiment la synchronicité des deux qui m'a été difficile. Je pense que si le Mucem avait était sorti de terre une année où on n'avait pas coupé les subventions des autres, ça se serait évidemment mieux passé dans mon cœur. Mais là, je me disais non, je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord avec le fait que tous les petits lieux ferment et que parallèlement on ait ce géant-là qui vive. L'un doit pas empêcher l'autre. Moi, je l'ai vécu comme ça parce que on est dans même si c'est pas les mêmes financements, je me disais l'État ou nos impôts doivent quand même, à mon sens, permettre vraiment de conserver une culture qui est ouverte à tous et donc qui doit aller chercher aussi les gens. Kenya Arcana, capitale de la culture, le son de... La rupture. Ah oui, de la rupture, tout à fait, n'importe quoi. Le son de Nicole Ferroni. Vous voulez faire un petit jingle là pour le son de la scène ou pas? Allez, le son de la scène vous fait découvrir des morceaux sans Larsen. Joli. Nicole Ferroni, invitée du son de la scène. MARSEI 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du grabuge. Ma ville entière assombrée, soumise, ombrée pour en faire une belle ville de la Côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille reflète à notre insu. Petit délimange de longue peine, au Baumette ou à l'huile. Pour pas grand chose dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu. Où est passée la ville du bled? Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élue capitale de la culture de MARSEI 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien huppe. Choc des cultures, 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes, anti-système, qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que l'ivresse. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car l'âge limite cesse. Ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassés dans des blocs, la celle ici c'est dans le shit. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît. Tranquille se pavanent les touristes. Pendant que mes frères sont au placard. Partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place. Et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Kenya Arcana, le son de Nicole Ferroni, son choix musical dans le son de la scène. Nicole, vous êtes très active sur Twitter.
Ah oui. Est-ce que c'est un autre moyen de faire entendre votre voix, puisqu'il n'y a plus les chroniques sur France Inter, et toujours cette vérification méticuleuse des sources Ah que là là. vous employez? Je sens que voilà, vous êtes hyper pro là-dessus, ça devient presque un toc. Oui, c'est un toc. C'est un toc, mais c'est important. Donc Twitter, oui, porte-voix quand même, et toujours vérifier ses sources. Ça, c'est Oui. le côté agrégé. En fait, Je sais pas. là, au début, donc, quand j'ai arrêté France Inter, donc c'était au mois de juin. Bon, au début, je me suis pas rendu compte que j'avais arrêté France Inter, puisqu'après, c'était les vacances d'été. Donc moi, je faisais nanana, je faisais du déni. Et puis, arrivé au mois de septembre, je me suis bien rendu compte que les autres, ils avaient fait leur rentrée des classes et pas moi. Et au début, j'ai pas forcément eu le besoin de faire des chroniques, entre guillemets, j'ai pas ressenti la frustration. Et en fait, là, je vois que plus le temps passe, et plus je suis là, ça me titille, Et ouais, ça vous me démange. repartagez des chroniques d'ailleurs. Ouais, des fois, je repartage Sur des certains chroniques, sujets. exactement. Et puis, là, depuis la rentrée, voilà, par exemple, il y a forcément, pour la rentrée scolaire, il y avait Jean-Michel Blanquer qui passait un mercredi matin à France Inter. Moi, j'étais chez moi, je me suis dit quand même, normalement, voilà, c'était un mercredi en plus, donc du coup, j'ai fait une petite chanson. Voilà, des fois, je fais des petites vidéos. Donc, en fait, là, ce que je fais en ce moment, du coup, c'est que je fais des chroniques, mais maison. Ouais. Donc, par exemple, j'en ai fait une sur le vote concernant la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, parce que vraiment, j'étais tellement en colère quand j'ai vu ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale que... Le soir, souvent, la nuit. Oui, souvent, je suis en colère la nuit, c'est vrai. Parce que c'est là que se votent les lois. Hein. Aussi, oui. aussi. Non, c'est là. Alors, c'est là, pour une fois, elle s'était passée en fin de matinée. Mais vraiment, c'était vraiment scandaleux. C'est-à-dire que j'ai découvert, et c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'à chaque fois, des fois, je regarde les débats parlementaires, je me dis, oui, bon, je le regarde, je mets un fond sonore, et puis je me dis, oui, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Et quand même quand je m'attends à ce que ça se passe mal, eh ben, des fois, ça se passe très mal. C'était le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a choqué là? Là, pour ce vote-là en particulier, donc ça a eu lieu le 17 juin. Bon, entre-temps, il y a eu d'autres votes équivalents, mais... J'ai découvert des outils parlementaires que j'ignorais. C'est-à-dire qu'en gros, clairement, il était possible à ce moment-là que des députés de la majorité basculent du côté obscur, mais qui pour moi est le côté de la clarté, c'est-à-dire donc propose de déconjugaliser l'AAH. Alors c'est un peu complexe, mais en gros, c'est pour que les personnes handicapées ne soient pas dépendantes des revenus de leur conjoint. Et en fait, la ministre, elle a sorti une première, comme à Milborn, le premier truc, la première carte, elle a sorti, c'était réserve de vote. Et donc ça, réserve de vote, ça consiste à voter, mais à la fin du texte. Donc ça laisse le temps en fait d'appeler des collègues, voilà, pour savoir s'ils peuvent venir pour la fin du match mettre des buts. Et en fait, comme même là, elle s'est dit qu'elle allait perdre, elle a sorti une deuxième botte de Milborn, à savoir le vote bloqué. Et le vote bloqué, ça c'est quand même un truc qui est vraiment scandaleux, c'est le fait que le gouvernement fait voter le texte avec les amendements que lui tolère. Et ça, c'est quand même fou parce que nos représentants, nos députés, c'est leur boulot. Enfin, ils nous représentent pour déposer des amendements, c'est-à-dire des modifications de la loi. Et donc, si jamais toi, en tant que ministre, tu dis alors tes modifications, j'en veux pas, c'est exactement comme si tu dis au peuple, excusez-moi, mais en fait, le peuple, je vais mettre mes doigts dans mes oreilles et blablabla, bla, 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 je vais pas t'écouter. Et non, ça, je trouve ça scandaleux. Vraiment, je me suis dit, là, c'est pas. C'est même pas politique, c'est pas poli, tout court. J'ai trouvé ça, non, c'est pas gentil, quoi. Et puis surtout pour une secrétaire d'État des personnes, aux personnes handicapées, vraiment. Tu dis, écoute, je pense que ça va. Je pense que les personnes handicapées, déjà, elles doivent vivre avec des trottoirs qui sont trop hauts, des fois des programmes qui sont pas sous-titrés. Si en plus, quand les députés se mettent d'accord, tu leur demandes de se taire, c'est pas cool. Donc voilà, moi en fait, donc ce que je fais actuellement, c'est que même si c'est vrai que j'ai plus le canal de France Inter et que donc j'ai plus 3 millions de paires d'oreilles pour les entendre, je me suis donné comme pas objectif, mais en tout cas comme envie, le fait de continuer à faire des chroniques. Et donc voilà, donc la semaine dernière, je fais une chronique pour la justice parce que c'était une journée de mobilisation sur la justice. Et du décryptage, surtout. Voilà, et du décryptage. Oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui manque aussi... comment dire, dans les infos. Moi, à titre personnel, je trouve, et je suis
désolée, hein, Mélanie Masson, hein, même si vous êtes journaliste et que vous êtes une très bonne journaliste et que je vous ai vraiment écouté des fois. N'en faites pas trop. Ouais. Voilà. Je trouve que souvent les infos manquent d'infos. Je trouve que l'information manque d'information. Je trouve que par exemple, on va beaucoup débattre des candidats de la présidentielle et pas parler de programme. Et pas parler de programme ou pas parler de législative. C'est-à-dire que franchement, en fait, quand on parle des législatives, on parle des candidats, mais on ne dit pas à quoi ça sert un député. Moi, je sais que avant de faire des chroniques à la radio, je ne savais pas ce qu'était un député. Voilà, ça peut paraître choquant, mais en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de Français. Je pense que si j'arrête 100 personnes là dans la rue et que je leur demande ce qu'est un député, un sénateur, ce qu'est l'exécutif, le législatif, ce qu'est Bercy, bref, on ne sait pas. Et parce qu'on ne nous l'explique pas. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai envie de continuer ce travail-là de vulgarisation de la vie politique parce que ça me plaît beaucoup. Et bon, si ça tombe que dans 10 000 paires d'oreilles au lieu de 3 millions... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est pas grave. Non, mais c'est bien et c'est nécessaire surtout aussi. Et c'est là que l'artiste aussi peut être, au-delà d'être libre, peut être celui qui décrypte et qui peut-être a une voix aussi supplémentaire sur ces sujets-là. Les sujets comme l'éducation, le handicap et puis le féminisme aussi, parce que ça, vous l'êtes, je ne vais même pas vous poser la question. Bon, si, vous êtes féministe, Nicole. Oui, moi Bon, je me dis que oui. Et dans l'émission Piquante sur Teva, c'est une bande de nanas qui tchatchent de l'actu en partie, mais qui font surtout des sketchs. C'était votre idée ? Ou on est venu vous chercher ? Non, on est venu me chercher. Et d'ailleurs, il faudrait qu'un jour je demande à la prod pourquoi moi pourquoi moi et comment aussi. Dire comment ils ont mon mail, mon numéro de téléphone. Des fois, je me dis, mais quand même, il faudrait que je vérifie ou parte. Mais dans la rubrique Contact, là où vous êtes avec la casquette de Marine Land. C'est ça. Et non, alors donc c'est deux nanas qui sont venues me chercher, Nathanaël Sissot et Florence Duhaillot, qui sont productrices à Studio 89, c'est leur production. Et en fait, elles m'ont contactée l'été dernier, enfin un peu avant. Non, pas l'été dernier, l'été d'avant. C'est pas grave, on l'écoutera dans quelques années ce podcast. Et les gens quand même, Google est là aussi pour raconter ma vie. Donc si vraiment ils veulent des précisions, ils les trouveront. Et en fait, donc elles m'ont proposé d'animer une émission de télé. Et au départ, vraiment, je leur ai dit, mais pourquoi moi ? Parce que vraiment, je n'ai jamais animé quoi que ce soit. Je dis, j'ai même pas fait un épisode qui durait déjà 5 minutes. Donc, j'étais très étonnée. Et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'en gros, elles ont dit, non, mais on prend le pari que ça peut le faire. Et c'est vrai que je trouve que quand quelqu'un donne confiance comme ça, même si moi, c'était pas ma première envie d'être animatrice télé, et même, je vais même dire que j'étais plutôt effrayée ou pas attirée par ce poste-là. Je trouve que le fait que quelqu'un vienne me voir en me disant « Non, on te verrait bien faire ça et on te laisse faire ce que tu veux. » On parle encore de confiance et de liberté, là, quand même. Ouais, et je trouve que c'est génial. Je me suis dit, vraiment, tu serais stupide de ne pas accepter parce que, en plus, on va me payer pour me proposer de me former à quelque chose que je ne sais pas faire. Je me dis, qui a cette chance-là ? Pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai accepté au début en me disant, on va voir. Et vraiment, je leur ai écrit tout un long mail en disant, je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si je vais y arriver. Si jamais je fais quelque chose, j'aimerais que ça ressemble à ça, mais pas à ça. J'aurais fait vraiment un long mail en disant, voilà mon état des lieux. Et du coup, le fait d'avoir dit, d'avoir avoué mon incapacité, fait qu'on est parti bizarrement dans une confiance mutuelle. Je me dis, tu ne sais rien faire, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Ouais, cool. Et ça met aussi les humoristes femmes un petit peu plus sur le devant de la scène, peut-être. Ça, c'est important, non ? Oui, ça complètement. C'est vrai que le principe de l'émission, c'est effectivement que moi, j'en suis l'animatrice et il y a 4 ou 5 chroniqueuses donc, qui sont toutes des femmes. Les invités sont des hommes ou des femmes, ça dépend. Et le fait qu'on soit une équipe féminine, au début, c'est vrai que je pense qu'il y a évidemment un côté un peu marketing qui est aussi lié à la chaîne, parce que c'est diffusé sur Teva, c'est une chaîne qui est féminine, qui veut, je pense, passer un peu de féminine à féministe, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir un contenu qui soit peut-être un peu plus engagé. Mais au début, il y avait aussi quand même le côté vitrine qui, en ce moment,
Enfin, moi, des fois, j'appelle ça le fouf-washing. C'est-à-dire qu'il y a quand même non, mais c'est vrai, il y a un pendant féminin du greenwashing qui existe. Donc, le greenwashing, voilà, c'est le fait de mettre de la verdure, comme sur ce petit pot. Oui, parce que j'ai une tasse à café, là, avec du verre. Bon, il y a écrit Les compostable. recyclables, Oui, là. il y a écrit compostable, c'est vrai. Derrière aussi. Ouais. Non, mais des fois, ils mettent juste le verre et puis ils mettent Ouais. genre préservons l'environnement. Mais Mm. sauf que le truc, il est en plastique. Bon. Et il y a quand même l'équivalent aussi, des fois, moi je trouve, hein, avec la cause des femmes, qui est que des fois, sous couvert de vouloir défendre des trucs très féministes, on fait passer, ou en tout cas, on s'accommode de situations qui ne le sont pas du tout. Voilà, n'est-ce pas, Marlène Schiappa? C'est bien, on a eu Jean-Michel Blanquer, Marianne Chapa, manque plus qu'Emmanuel Macron, on sera bien. Non, mais parce que c'est vrai que des fois, je vois souvent, il y a des campagnes voilà, pour lutter contre les violences sexistes. Et voilà, et puis je suis là, bon, ok, et maintenant le nombre d'hébergements d'urgence, non, je sais pas, on fait quelque chose. Concrètement. Oui, parce que appeler le 3919, en fait, ça sert si derrière on peut orienter ces femmes et les protéger. Si jamais on peut pas, il y a un moment donné, arrêtons de faire de la pub pour le 3919, mais c'est pas ça la finalité. Donc voilà. Et donc, bon, du coup, pour reparler de Piquante, c'est une émission donc, qui, je pense, au départ, voilà, part quand même aussi Ce fouf-washing. de ce fouf-washing, peut-être, mais qui est vraiment, pour moi, le lieu de la sororité. Voilà, c'est un mot qu'on se met de plus en plus à employer. Voilà, le fait d'être. Donc, c'est l'équivalent de la fraternité, mais entre sœurs. Et franchement, je le vis vraiment au quotidien avec ces filles-là, alors que je les connaissais pas toutes, hein. En fait, moi, je connaissais au départ Christine Béroux, Laura Domange, avec qui j'avais fait des dates de tournée, mais je connaissais pas Thaïs Vauquier ni Florence Mendez. Et en fait, on a une ambiance de travail et de façon de faire, une énergie qui est vraiment celle du soutien, de la solidarité, du rire, du partage. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien d'être aussi un peu raccord avec, Ouais. avec ce qu'on essaie de défendre. C'est ça, dans un monde difficile, vous l'avez dit, et de plus en plus. Nicole, avant de parler du projet des théâtres, et j'aimerais qu'on en parle évidemment, et de nous lire le texte que vous avez choisi, qui est en vers, je crois. Oui. Le prochain spectacle, c'est pour quand? Parce que Mais j'ai un ça, c'est la problème. question. C'est comme quand on pose la question à quelqu'un qui fait une thèse. C'est un peu. Ah, je c'est- croyais les enfants aussi. Ah c'est non, un peu comme, non, c'est pour quand les enfants? Il y a Non, je aussi vais un pas peu vous ça. poser de questions hyper intimes comme ça. Je trouve que c'est un peu gênant. Non, pas vous, mais parce que là, on s'approche Et du sinon, repas l'amour, de ça va Noël. C'est Non, ça. mais c'est parce que Ouais. Ah oui, la quand question qu'on même. pose. Ouais. Les oui. enfants étaient accompagnés, c'est ça? Ouais, aussi. Ça Non, aussi. je ne poserai pas cette question. Donc la thèse. Le prochain spectacle, parce qu'on l'attend quand même. Mais oui. Mais Mais en alors fait, comment dire, ça titille un peu la question sur le rire. Pour de vrai, la fameuse pression du rire. En fait, moi, je crois que j'ai envie de refaire de la scène. Ça, c'est vrai. Je le vois. Et par exemple, là, le projet de Je vous offre un verre, et donc d'aller faire de la poésie dans les bars. Il y a un truc comme ça où je vois que j'ai envie de retrouver le lien avec le public. Après, c'est vrai que je fais un peu un refus d'obstacle sur le deuxième spectacle. Et le premier a vraiment bien marché en plus. Quoi. Mais Il a oui, tourné longtemps. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, je suis un petit peu, comment dire, dans un dilemme qui est que en fait, beaucoup de gens me connaissaient du fait de mes chroniques d'Inter, et que moi, faire ce que je fais sur Inter en spectacle, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en fait de faire de l'actu pendant 1h30. Je crois que j'avais envie de faire du personnage, l'interprétation. Je trouve que la scène, elle se prête plutôt à ça. Et en même temps, je me vois pas non plus être complètement déconnectée de ce que je fais par ailleurs, parce que forcément, en fait, quand même, un public, il vient voir ce qu'il a envie de voir. On peut pas dire mange ces yaourts au bifidus actif et ensuite lui vendre des oranges. Ça n'a rien à voir. Bon, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on nous connaît pour quelque chose, moi, je peux comprendre que les gens aient envie de voir ce qu'ils connaissent, voilà, ce qui les titille. Donc, j'étais un peu dans ce dilemme-là. Et là, en fait, je crois que j'essaye de me dire qu'il faut que je fasse ce qui me paraît le plus intuitif. Voilà, sans forcément correspondre à l'attente, etc. Mais donc, je trouve un moyen. Donc, en gros,
Donc pour tout ça, toute cette intro, pour arriver... Pour dire, ça viendra quand ça viendra. Voilà, pour arriver, ça viendra quand ça viendra. Non, j'ai un projet peut-être, mais sauf que j'en parle depuis 1 an alors que je ne le fais pas. C'est que je vois que ce qui me plairait, ce serait en fait d'interpréter des choses sur scène. Et peut-être le fait de m'affranchir de la pression de faire mon texte, ce serait de faire le texte de quelqu'un d'autre. Et donc je m'étais mis en tête peut-être de faire les femmes savantes toutes seules. Non. Ouais. Voilà, je me disais, 12 personnages, pourquoi On est bien, pas, ouais. on est bien. Non, et j'aimerais bien faire ça. Bon, le seul souci, donc, c'est que c'est un texte en vers, donc c'est très compliqué. Vous vous entraînez un peu avec les théâtres, c'est bien. Voilà, mais sauf que ça demande un apprentissage. Franchement, le texte en vers, c'est vraiment chaud patate parce que un texte en prose, je veux pas dire qu'on a le droit de le massacrer, mais un peu. C'est-à-dire que si j'ai un trou de mémoire, un texte en prose, j'ai pas trop de scrupules à me dire je mets une phrase pour retomber sur mes pattes. Un texte en vers, en alexandrin, c'est parce qu'en plus c'est ça, c'est que des 12 pieds. Ouais. Donc on peut pas même se tromper d'une syllabe. Donc ça demande une rigueur, un travail qui est colossal, et en plus il faudrait que voilà, j'arrive à rendre le truc à rendre le truc pas indigeste. Parce que je trouve que, pareil, jouer 12 personnages, ça veut dire qu'il faut trouver le parti pris pour que ça soit compréhensible. Bah, comme on est sur la scène du gymnase et qu'il y a 4 ans de travaux, exactement. On se dit dans 4 ans. Rendez-vous en janvier 2025. 25-26 même. Le projet de Aller Vert, pour terminer, Nicole, avec les théâtres. Avant d'en parler, donc je ne vais pas tous les citer, mais c'est dans plusieurs lieux de Marseille, les Danaïdes, le Massilia Pub, le Café de la Banque, la brasserie Le Terminus, le comptoir du Gommier, j'en passe, et des meilleurs. Vous allez donc offrir des verres sur des textes que vous avez vous-même écrits, Nicole, à des gens qui seront là. Pas que. En fait, il y a les deux. Ouais. Le cahier des charges, voilà, je donne le cahier des charges. Allez-y. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Et pour une fois, je vais le faire. En gros, ce que m'avaient proposé Hervé Ponce et Dominique Buzet. Alors c'est rigolo parce que Hervé Ponce fait partie des gens qui a eu mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment. Et comme quand il a laissé un message sur mon répondeur, j'entendais réponse et pas Hervé Ponce, j'ai dit mais n'importe quoi, le mec il s'appelle Réponse. Les gens ils font des jeux de mots, ils se sentent obligés d'être drôles avec moi. Et en fait non, il s'appelle Hervé Ponce. Bref, donc on le salue. Donc leur proposition c'était que je fasse un spectacle en vers, mais qui comprenne à la fois des textes que j'écrive et des textes d'auteurs, soit marseillais, soit en lien avec Marseille. Et l'idée, c'était aussi que les moments de lecture soient pas identiques, parce que donc je vais faire 10 moments, et donc les gens puissent venir en voir plusieurs sans se lasser au bout du deuxième. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, j'ai commencé à regarder d'abord les auteurs marseillais, donc la liste, voilà, faire des recherches et tout, parce que en plus, il faut que ça soit des textes en vers. Et en fait, c'est là où je me suis dit que je suis partie finalement sur 5 axes, parce que y a 5 thèmes, moi, qui m'intéressent. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais là, en l'occurrence, je me suis dit que j'allais faire ça. J'avais envie de faire donc un thème que j'ai appelé... peu cher mesquine, donc c'est-à-dire les malheurs de Marseille. Les Marseillaises, parce qu'en fait, elles ne sont pas nombreuses. Quand on tape, si vous tapez auteur Marseille, en fait, franchement, on n'en cite pas beaucoup. J'en ai pas en tête, là. Et bien, justement, c'est pour ça que j'ai pris le texte, celui-là. Mais l'animation. Oui, Nicole. Ensuite, j'ai fait le choix de l'amour, parce que, bon, forcément, ça, c'est quand même un thème central dans la vie de beaucoup. Celui aussi de Marseille en tant que ville rebelle, parce qu'on est quand même dans une ville qui a le culte de l'opposition. Ouais. Et ça, je trouve ça fort. Et depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Et je trouve ça très chouette à défendre. Et quand même aussi, voilà, la partie cliché, carte postale, c'est-à-dire cliché à la fois la carte postale immersive, c'est-à-dire faire... lire un texte peut-être qui va parler d'un quartier en particulier, et puis moi éventuellement écrire un texte autour d'un cliché, que ça soit la cagole, voilà, les cacous, je sais pas, je vais voir. Voilà. Très bien. C'est bon. C'est bon. C'est franchement le cahier des charges. Là, c'est super. Hein. Voilà. Ouais, là, si les gens ne comprennent pas, il faut qu'ils viennent. Vous allez nous lire votre texte du coup pour terminer, Nicole Ferroni. Juste un mot sur votre lien avec les théâtres en quelques mots. En tant qu'aubagnaise, vous alliez au gymnase, au jeu de pommes, au grand théâtre? Oui, alors moi c'est marrant parce que le jeu de pommes, même j'ai fait des ateliers
des ateliers théâtre en même temps que j'ai fait en même temps d'ailleurs que j'ai rencontré Gilles Azopardi au Chocolat Théâtre. Donc j'allais au jeu de paume mais j'ai fait des ateliers vraiment bizarres. Bizarres mais très chouettes parce que moi j'avais à ce moment-là, je pense, encore une vision très classique du théâtre où voilà, on apprend un texte, on le joue, on l'interprète, on travaille la diction, etc. Alors que là, je me suis retrouvée dans un atelier où on travaillait encore une fois la confiance, c'est-à-dire où justement il fallait qu'on se jette en arrière et que les autres nous récupèrent. En tutu ou pas? Non, pas forcément. T'es pas obligé. Mais je pense qu'on aurait pu. Et donc, ouais, c'était, je pense, ma première pratique théâtrale un peu contemporaine, un peu subversive, où après, il fallait qu'on se porte les uns les autres en l'air. Et c'était très rigolo. Donc, j'aime bien, en fait, aussi l'idée que le théâtre soit pas un lieu seulement qu'on pratique en tant que spectateur ou comédien, mais aussi en tant que pratiquant. C'est-à-dire, on est dans cette espèce d'entre-deux, où c'est pas juste quelque chose qui se donne et qui se reçoit, mais aussi quelque chose qui se fabrique. Voilà. Qui se co-construit entre le public là, et les auteurs. Ouais, c'est allez, Mélanie Masson, allez, Nicole Ferroni de la co-construction. Vous allez nous, et vous, ministre de la Confiance, Nicole, vous allez nous lire votre texte. Il est court, hein, il y a 2... Ah oui. Non, mais c'est très bien. 2 strophes. Pour une fois, là aussi, j'ai respecté le cahier des charges. C'est vachement On bien. m'a dit 10 lignes. 10 lignes. Et il y en a 12. Non, il y en a 10. Non, il y en a 12. Okay. Je sais pas. Vous savez mieux compter que moi. Alors, de quoi ça s'agit? Alors, Marseille Altuvitis. En fait, donc c'est une auteure marseillaise du XVIe siècle. Il fallait remonter loin. Eh oui, non, oui. que je ne connaissais pas, que je connaissais absolument pas. Et j'ai choisi justement ce texte-là, d'abord parce qu'il répond au cahier des charges de 10 lignes et d'être en vers, puisque c'est un texte donc, que je vais lire dans le cadre du set Marseillaise. Et je voulais choisir ce texte-là parce que, en fait, Marseille Altuvitis, disons que pour choisir un texte, je peux choisir les textes, j'ai lu un peu les biographies des gens, donc je ne connaissais pas des auteurs. Et en fait, il y a quand même un truc assez rocambolesque où, en gros, ses parents l'ont abandonné. Mais d'abord, je crois que son père, il est mort poignardé dans un duel. Mais pour un truc complètement stupide. C'est-à-dire que, je sais pas, en gros, je crois que son père, il est duc de je sais plus quoi. Et avec le comte de je sais plus quoi, ils se sont attrapés et se sont poignardés. Mais à ce moment-là, c'était normal. Parce que en tant que noble, on avait le droit de se poignarder. C'était vraiment que les pauvres qui ne se poignardaient pas. Et en fait, je trouve que le côté... oui, le côté rocambolesque d'une vie pleine de drames, mais presque risible, ça m'a plu. Je suis désolée, rire de tes malheurs, j'ai adoré ça. Non, puis je trouve ça sympa en fait aussi qu'une auteure s'appelle Marseille. Ouais. Je trouve que c'est même pas que c'était un prénom. Ben voilà. Bah, c'en est un. Non, et en plus, il y a eu un litige il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a un monsieur à Paris qui a voulu mettre en deuxième prénom de son fils Marseille. Et la préfecture, non pas la préfecture, l'état civil à ce moment-là a voulu le refuser. Ah bon ? Ouais, vraiment. Et donc il a fait un recours et finalement il a eu le droit d'appeler son fils Marseille en deuxième prénom. Et donc ça m'a permis aussi de découvrir que Marseille est un vrai prénom. Voilà. Allez, on vous écoute. Allez, tanana, c'est pas concentration. Donc ce texte s'appelle « Il s'en va ce cruel vainqueur ». Mais parce qu'il y a aussi une histoire avec son... J'ai plus les trucs exacts, mais pour janvier, j'aurais bossé la biographie. Et il y a aussi effectivement une histoire avec ce monsieur qui l'a laissé, parce que ça parle d'un abandon amoureux. Ah, d'accord. Il s'en va, ce cruel vainqueur. Il s'en va plein de gloire. Il s'en va méprisant mon cœur, sa plus noble victoire. Et malgré toute sa rigueur, j'en garde la mémoire. Je m'imagine qu'il prendra quelque nouvelle amante, mais qu'il fasse ce qu'il voudra, je suis la plus galante. Le cœur me dit qu'il reviendra, c'est ce qui me contente. C'est joli, c'est beau, malgré tout, il y a de l'espoir. Moi, non, mais c'est un peu triste parce que, en fait, son cœur lui dit qu'il reviendra. Bon, moi, l'histoire, on la sait malheureusement a posteriori, il n'est pas revenu. Venez de nous spolier votre propre texte. Nicole. Je sais, mais bon, non, mais c'est aussi pour le dire aux auditeurs que, bon, voilà, des fois, il y a des espoirs qui sont déçus et qu'à la rigueur, si jamais vous êtes dans le cas de Marseille Altuvitis, eh ben, si jamais il est parti avec une autre,
c'est pas grave, va t'en chercher un. Voilà, le mot de la fin. Nicole Ferroni, merci pour la confiance. Merci de ne pas avoir été que drôle dans ce podcast. Ah bah merci voilà. Mélanie Non, mais Masson ça fait du de bien. m'avoir permis. Vous n'avez pas été assignée à la drôlerie aujourd'hui. C'est vrai. Et puis on vous souhaite du coup une belle suite au cinéma aussi, avec Piquante, avec les théâtres et le prochain spectacle donc au gymnase. Exactement. Nous sommes aujourd'hui. Donc les femmes savantes en je crois mars 2025. Vous prenez La un billetterie engagement. est déjà ouverte. C'est noté. Merci Nicole. Merci. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.